Alors, bonjour tout le monde, hein. J'espère que vous portez toujours très bien. Donc, ce matin, je vous reviens avec une nouvelle vidéo, ok? Donc, je dis ce matin parce que je tourne cette vidéo, actuellement, on est le 30 novembre, puis au Canada, il est présentement 8 heures du matin. Et voilà, j'ai décidé comme ça de partager avec vous une fois de plus cette information. J'ai fait une série de vidéos déjà. Depuis quelques semaines, je parle principalement des étudiants au Canada. Vous savez, c'est l'actualité présentement au Canada. On parle beaucoup d'étudiants. C'est le fait majeur. Comme vous le savez, au Canada, à chaque jour qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Et le dossier de cette semaine, le dossier que je viens partager avec vous ce matin, c'est vraiment ces étudiants qui sont de plus en plus nombreux au Canada à faire des demandes d'asile. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus et récemment, j'ai partagé une vidéo autant sur YouTube que sur ma page TikTok des étudiants, une vidéo qui a fait d'ailleurs battu un record impressionnant sur TikTok. Je suis pratiquement à plus de 660 000, autant pour moi, autour de 60 000 vues de cette vidéo en pratiquement moins d'une semaine. Ça prouve que voilà, le sujet interpelle plus d'une personne. On parle comme ça de 106 étudiants qui vont potentiellement être mis à la porte à l'université, à l'UQAC. Et ce n'est pas la seule université. Avant ça, je vous avais partagé une série de vidéos qui vous présentait en fait le nombre croissant d'étudiants qui faisaient des demandes d'asile au Canada. Et comme vous le savez, la principale raison et motivation qui puisse pousser un étudiant qui est venu pour étudier au Canada de faire la demande d'asile, très souvent, c'est simplement parce qu'il n'est pas en mesure de payer sa scolarité. Il se sent comme asphyxié. Il est vraiment rendu au bout lorsqu'on arrive à demander l'asile alors qu'on a même un statut d'étudiant. C'est la preuve qu'on n'est plus capable de payer ses frais de scolarité. C'est la preuve qu'on n'a plus d'alternative. On a touché le fond. Et ça m'interpelle une fois de plus. J'ai dit, il faut vraiment que je fasse une vidéo de plus pour vraiment relancer tous ces gens-là qui sont peut-être encore de l'autre côté, qui sont pas encore arrivés au Canada, de comprendre que étudier au Canada, c'est pas la portée de tout le monde. Voilà pourquoi ça peut faire mal le titre de ma vidéo de dire que étudier au Canada, c'est pas fait pour les pauvres. Il fallait vraiment que je mette les mots où il faut et comme il faut pour que peut-être certaines personnes comprennent, parce que j'ai l'impression que malgré ce qu'on dit, malgré ce qu'on partage ici, les gens ne sont pas au courant. Et pire encore, lorsque je regarde les commentaires dans mes vidéos, les vidéos précédentes, j'ai comme le sentiment que les gens sont surpris. C'est-à-dire que le fait qu'on mette des gens à la porte parce qu'ils n'ont pas payé leur scolarité, ils sont surpris, ils se révoltent, ils ne comprennent pas comment les études sont aussi chères au Canada, comment le gouvernement canadien peut demander aux gens de payer aussi cher. Et loin même encore, j'ai vu des Québécois, des Canadiens en commentaire de ma vidéo dire que personne ne devrait payer pour ces étudiants-là, que eux, ils devraient s'arranger à payer leurs études, parce qu'en fait, c'est le contrat, ok? C'est le contrat. Lorsque vous venez étudier au Canada, vous savez quand même à quoi vous attendez, vous savez quand même combien ça coûte. Du moins, j'ai dit vous savez, mais j'ai compris finalement qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas combien ça coûte les frais de scolarité au Canada, qui ne savent pas. Et tout de suite, je vais vous partager une petite histoire que j'ai eue encore au courant de cette semaine, et vous allez comprendre que non seulement les étudiants sont responsables, mais les parents aussi derrière ça sont responsables. Donc voilà pourquoi les amis, j'aimerais que cette vidéo, que vous la partagez, vous la fassiez circuler pour que les gens comprennent finalement que le tout n'est pas de voyager, le tout n'est pas de partir, absolument de partir. Il faut bien analyser les programmes d'immigration et voir quel programme vraiment correspond à votre profil, ok? Autant sur le plan financier, surtout parce que venir étudier au Canada, ça coûte tellement cher. Ça coûte tellement cher, les amis, ok? Je me rappelle, moi, à l'époque, moi, je suis issu d'une famille pauvre, extrêmement pauvre, ok? Donc, lorsque moi, j'avais pour ambition d'immigrer au Canada, jamais, même aller étudier en France, qui est peut-être, je dirais,
comparé à combien ça coûte au Canada, c'est vraiment le jour et la nuit. Ça coûte extrêmement cher au Canada, mais même étudiant en France, je pouvais pas me le permettre. C'était impossible. C'est ça. C'était pas dans mon imagination de penser un instant d'aller étudier parce que j'avais pas les moyens, mes parents n'avaient pas les moyens, j'avais personne qui pouvait me financer ce type d'études. OK? Mais je n'arrive pas à comprendre comment des gens n'ont pas les moyens, ne peuvent pas se payer même, je sais pas, même une scolarité de 1 million, mais veulent venir étudier au Canada. Et c'est faux, c'est malade comment les gens prennent des décisions. Je juge personne, je condamne personne, mais je me dis, il y a certaines personnes qui savent vraiment pas ce qui leur a été vendu. OK? Parce que j'ai compris que des fois, des gens confient leur dossier à des pseudo-consultants. On les oriente comme ça dans des programmes sans vraiment tenir compte de leur budget, de leur portefeuille. L'essentiel, c'est de les balancer au Canada. Et bon, voilà. Les étudiants aussi, ils sont responsables. Les parents aussi sont responsables parce qu'à la fin de la journée, ils acceptent le deal. Ils ne font pas l'effort de faire la moindre recherche pour savoir effectivement comment ça va se passer de l'autre côté. Est-ce que mon enfant que j'envoie étudier au Canada sera capable là-bas? Est-ce que moi, le parent, je serai capable de le financer là-bas? Des fois, les gens n'ont même pas les moyens, mais ils vont trouver toute alternative pour essayer de justifier qu'ils ont les moyens de financer les études de l'enfant au Canada. Puis on arrive ici, on voit les enfants, voilà, qui sont surpris de combien ça coûte les études au Canada. Comme je le disais en commentaire de mes précédentes vidéos, j'ai vu des Québécois qui disaient non, ils doivent payer, personne ne doit payer pour eux, parce qu'il faut comprendre que c'est un système et que il faut que l'économie tourne. Les universités doivent tourner, les universités sont subventionnées. Les subventions viennent d'où? C'est l'argent du contribuable. Il faut comprendre qu'ici chaque dollar qui est dépensé par le gouvernement a des comptes à rendre. Et individuellement, chaque citoyen, lorsqu'il a l'impression que son argent est dépensé pas dans le bon panier, il a le droit de se révolter parce qu'après il paye les impôts pour ça. Et lorsqu'on paye les impôts, on aimerait savoir en fait à quoi sert l'argent de nos impôts. Et à aucun moment un Canadien ou un Québécois n'accepterait que l'argent de ses impôts sert à financer les études des étudiants étrangers. C'est juste ça le truc. Mais de l'autre côté, je vois des gens qui viennent répliquer à ce type de commentaires là et qui disent est-ce que toi tu peux payer une scolarité de 6 000 $ la session? Tu ne peux même pas. Même ta famille réunie ne peuvent pas payer une scolarité de 6 000 $ la session. Tu as réuni toute votre famille. C'est des commentaires haineux comme ça qui viennent. Des fois, je me dis, est-ce que les gens même, ils se disent même, est-ce que les gens sont conscients des actes qu'ils posent? Parce que ce type de commentaires, ça vient donner une image vraiment négative de toute l'immigration, de toutes les gens qui sont déportés ici. Et après, c'est des généralités qu'on fait. OK? Donc, il y a un impact. Chaque fois que vous posez un acte, il faut vous dire, c'est quoi l'impact de ce que je suis en train de faire là? C'est quoi les conséquences de l'acte que je suis en train de poser? Pas seulement pour moi, mais pour tous les immigrants, pour toute la race, on va le dire, pour toute la race aussi. OK? La race noire, vous savez, on est toujours un peu... voilà, j'aime pas toujours mettre en avant les questions de couleur, bien que ça existe, bien que on n'a plus besoin de le démontrer, mais faites attention les amis, faites attention, ok, c'est quand même étrange de se rendre compte que des gens donnent l'impression que c'est rendu au Canada qu'ils découvrent combien ça coûte les frais de scolarité. Après, je peux comprendre que certaines personnes se sont peut-être dit que, ok, on va arriver, on va travailler et on va pouvoir payer. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous démontrais que c'est impossible de travailler et de payer ses études au Canada. Vrai, c'est du suicide, ok? Même s'il y en a qui arrivent à le faire, je pense que c'est 2%. Et c'est des sacrifiés, ok? C'est des sacrifiés. Parce que, déjà, en tant qu'étudiant, vous avez le droit de travailler seulement 24 heures la semaine. Avant, c'était 20 heures. Il y a quelques semaines, c'est passé à 24 heures. Vous avez le droit de travailler 24 heures la semaine. Si on suppose que vous gagnez même 17 $ de l'heure, ok? Parce qu'en tant qu'étudiant, vous pouvez pas faire 40 heures la semaine. Donc, généralement, vous êtes obligé de travailler au salaire minimum. C'est le type d'emploi où on peut
justement accepter la conciliation travail-études, ok? Donc, généralement, c'est des chaînes, des usines, des entrepôts, la restauration rapide, parce qu'on comprend qu'ok, on va vous donner des heures en fonction de vos disponibilités. Mais vous pouvez pas faire un travail normal, un travail de 40 heures en temps plein en étant étudiant, c'est pas possible. Donc voilà pourquoi vous allez certainement aller chercher des salaires de 15, 16, 17 dollars de l'heure, 20 dollars de l'heure, maxi, ça tourne autour de ça. Et avec de tels salaires, vous vous retrouvez pratiquement autour de 1700, 1800 peut-être dollars mensuels. Et après ça, il faut déduire des impôts là-dessus. Vous vous retrouvez à quoi? Pas grand-chose. Ok? Dans cet argent-là, il faut que vous mangez, il faut que vous payez votre loyer. Une chambre étudiante, actuellement au Canada en moyenne, peu importe la région où vous vous trouvez, vous n'allez pas payer moins de 500 dollars le mois de loyer. Après ça, il y a vos transports. Il faut payer la carte de bus pour vous rendre à l'école, pour vos déplacements. Il faut manger. Vous devez avoir un téléphone, les factures téléphone, minimum 50, 60 dollars le mois. Mettez au moins 200 à 250 dollars pour votre alimentation, votre nutrition mensuelle. Vous vous rendez compte que si vous avez même la possibilité de travailler, il y a de fortes chances que tout cet argent que vous travaillez ici, pendant vos 24 heures, serve uniquement à gérer vos charges fixes au Canada, qui sont alimentation, assurance, logement et tout. Maintenant, il reste votre scolarité à payer. Qui va payer vos scolarités? Comment vous allez faire pour payer cette scolarité-là? On parle des frais, des coûts de session de l'ordre de 6, 7 000, 8 000 dollars la session. Il faut comprendre que un étudiant peut faire facilement 2 sessions par an. Si vous êtes en cycle de baccalauréat sur 3 ans, 4 ans, ça peut vous faire 6 sessions, 7 sessions, le temps de finir tout votre programme. Ok? Les gens qui viennent en maîtrise, peut-être vous allez faire 4 sessions. Les gens qui font en DEC, peut-être vous allez faire 6 sessions, je sais pas, 4 sessions. Donc, vous comptez 6, 7, 8 000 dollars par session, vous multipliez par le nombre de sessions que vous auriez à faire pour terminer votre programme, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Ok, on parle de 16, 17, 18, 19 000, dépendamment des programmes, 20 000, 24 000 par année de scolarité. En France CFA, c'est chiffré autour de, ça veut dire que à chaque session, il faudrait que le parent débourse au moins on va dire quoi, entre 4 millions et peut-être 7 millions par là, par session. Une session peut-être de 4 mois. Donc, 4 mois, il faut qu'il vous envoie ça. Donc, il faut analyser tout ça avant de prendre l'initiative de partir quand même. Je pense que vous ne devez pas arriver ici à être surpris. Ok? Donc, de plus en plus, ces gens qui viennent demander l'asile, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, ça va poser un problème pour ceux qui sont encore au pays, qui ont vraiment le rêve de venir au Canada et d'étudier au Canada, de faire des études au Canada, parce que il y aura de plus en plus, on commence à le constater encore, de refus de visa. Et les programmes d'immigration vont changer. Ok? C'est d'ailleurs le cas pour l'université pour l'UQAC. Désormais, je pense qu'ils demandent de déposer un truc comme 4 900 quelque chose, environ 5 000 dollars que vous devez déposer pour garantir votre inscription. Donc, ça déjà, c'est un premier filtre, parce que quelqu'un qui vient étudier, si vous voulez vraiment venir étudier, si on vous dit de déposer environ 2 millions et demi comme frais après l'inscription, là déjà ça vient comme ça disqualifier beaucoup de personnes. Ça donne justement la possibilité uniquement à ceux qui ont vraiment l'intention de venir étudier de déposer cette garantie là, ok, qui est non remboursable. Et il y a de plus en plus d'universités également qui vont vous demander de payer une année d'école complète avant d'avoir votre inscription. Donc là on vient filtrer et ça devient compliqué, parce qu'il va falloir que le parent dès la première année dépose cash au moins 8 millions, 6 millions, 7 millions, 8 millions par là en francs CFA. Donc, essayez d'analyser les amis, essayez de bien analyser, de vous poser la question, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que aller étudier là-bas, c'est fait pour moi? Est-ce que mes parents sont capables? Ok? Je m'adresse aussi à vous les jeunes. Vous les jeunes, avant de prendre la décision de je m'en vais étudier, de mettre vos parents dans des situations difficiles, essayez de regarder à peu près les revenus de votre famille. Posez-vous la question, est-ce que mes parents sont capables de gérer ça? Si c'est non, alors ne prenez pas cette initiative, parce que vous n'allez pas pouvoir vous payer, ok? Il faudrait plus que vous arriviez ici, qu'on vous voit passer au journal de Radio-Canada, parce qu'on vous a mis dehors, et que vous fassiez des surprises, que vous soyez étonné en fait de combien ça coûte les frais de scolarité.
C'est ça qui est un peu dommage dans l'histoire et je pense que il faut faire très attention. Je parle aujourd'hui avec tout mon âme, ok, vous avez vu, je me suis complètement lâché dans cette vidéo parce que je comprends que beaucoup de gens ne savent vraiment pas dans quoi ils embarquent. Ok, ils savent vraiment pas dans quoi ils embarquent. Il y a beaucoup de programmes d'immigration. Il y a des alternatives. Moi, par exemple, ce que je dis toujours dans ma famille, je ne conseille personne de venir étudier au Canada. Personne, parce que je connais à peu près le portefeuille de la plupart des personnes, à moins que vous soyez nanti, vous ayez vraiment, le parent ait vraiment beaucoup d'argent. Il peut dire, ok, si tu vas envoyer ton enfant fréquenter au Canada, allez, that's it, voici le plan. Mais même quand le parent a les moyens d'envoyer l'enfant fréquenter au Canada, parfois je lui dis non, regarde ce que tu vas faire. Envoie l'enfant là à l'université, il va faire 3 ans, il aura une licence, ou envoie lui faire un BTS, il va faire 2 ans, il aura un BTS, une licence, après il va se débrouiller à avoir vraiment justifié ses 1 année d'expérience, puis on va le faire venir au Canada directement en tant que résident permanent. Lorsqu'il va arriver au Canada en tant que résident permanent, il aura tous les privilèges pour travailler de façon légale au Canada. Il n'a pas besoin de retourner aux études. Il a les mêmes droits, les mêmes avantages qu'un citoyen canadien d'ici. Donc, ça devient plus facile pour le parent. Et s'il veut retourner aux études, il paye comme un Canadien. Il ne paye plus comme un étudiant international. Donc, c'est la scolarité de $1000, $1200 par là. C'est rien du tout pour quelqu'un qui est résident permanent, qui va travailler pour payer cette scolarité-là. Et ça te désengage, toi, le parent, parce qu'il sera autonome, 100% autonome, sans trop de stress. Donc moi, ça c'est le discours, ça c'est la vision. Et beaucoup dans ma famille, on me fait beaucoup de confiance et beaucoup de personnes écoutent ce que je dis et ils le font. Et puis les enfants viennent. Le temps passe tellement vite. Après 2 ans, 3 ans, les enfants obtiennent leur BTS, leur licence, puis 1 an, puis ils sont au Canada, tous comme résidents permanents. C'est pas compliqué ça. Quand on est pauvre, il faut prendre des engagements qu'on est à même de supporter, de soutenir. Ok? Donc, c'est ça qui me fâche un peu. Et je me rends compte que, justement, beaucoup d'étudiants ne sont pas au courant de combien ça coûte au Canada ou de comment est-ce qu'ils vont faire pour payer leur scolarité. Beaucoup veulent juste partir. On veut partir pour partir. L'essentiel, c'est d'arriver. Il faut juste arriver au Canada pour beaucoup de personnes. Mais arriver dans quel but? Avec quels moyens? On va s'en sortir comment? Ok? Imaginez que vous avez dit, ok, je vais arriver au Canada, je vais travailler pour payer ma scolarité. C'est ce qu'on a vu ces derniers temps. Beaucoup d'étudiants n'arrivent même pas à avoir des jobs. C'est-à-dire que si vous amusez, même le job pour manger, payer votre chambre, vous n'allez pas pouvoir le trouver, ce job. Il va falloir qu'en plus de payer votre scolarité, que votre famille vous envoie même l'argent pour payer votre loyer, pour manger. Donc ça, c'est des réalités. Il faut faire très attention. Ok? On voit beaucoup d'étudiants qui stressent, qui dépriment, Moi, je pense pas qu'on a besoin vraiment de se mettre dans ce genre de risque-là. Ok? On peut faire de bonnes études dans notre pays. Si on n'a pas les moyens, on reste dans notre pays, on étudie des programmes techniques, professionnels, et après on fait un programme d'immigration. Ok? C'est une autre façon de voir si, parce qu'on sait que, très généralement, l'objectif c'est d'immigrer. Venir étudier, c'est juste une voie d'accès pour après passer à la résidence permanente. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo ce matin parce que au courant de la semaine encore, j'ai quelqu'un de ma famille qui me contacte, qui me dit voilà, je vais envoyer mon enfant fréquenter au Canada. En général, quand les gens viennent me contacter, ils ont déjà fait toutes les démarches. Hein. Très souvent, c'est à la fin ou lorsqu'on est coincé qu'on vient m'en parler. Pourtant, très souvent, ils savent que je suis à l'aise avec ça, que je le fais, mais je comprends, je peux comprendre. Les gens sont cachotiers, les gens n'aimeraient pas toujours qu'on sache ce qu'ils sont en train de faire, que ça aille seul jusqu'à la dernière minute, parce que justement, il y a beaucoup de conséquences derrière, on a appris pas mal de choses, mais des fois, il faut savoir à qui quand même faire confiance et se confier sur un certain nombre de choses. Donc, ça c'était une petite parenthèse pour dire quoi. La maman me contacte, elle me dit voilà, j'ai trouvé une formation, il y a un monsieur qui a déjà, on a déjà eu une admission, on a déjà eu le CAQ, mon fils s'en va fréquenter au Québec. Puis je discute avec elle, j'échange, je dis l'enfant s'en va, l'enfant a quel profil? Elle me dit l'enfant a un BTS en informatique industrielle. Ok. Puis je pose la question, mais l'enfant a un BTS en informatique industrielle, pourquoi tu viens le faire venir étudier au Canada? Pourquoi tu n'essayes pas de lui faire venir directement comme résident permanent? Parce qu'il a le profil déjà là. Il a un diplôme très en demande au Canada, l'informatique industrielle. Moi, je te conseille que tu essayes de te battre pour qu'il ait de l'expérience de travail. Et cette année, tu l'inscris en cycle de licence. Le diplôme de licence qu'il va obtenir, ça va lui permettre d'avoir plus de points dans le bassin parce qu'il aura un diplôme
plus élevé, ça va lui donner plus de points. Et s'il fait une licence en cours du soir, il travaille en journée, là il va s'en aller chercher des années d'expérience, et avec ça on va le faire venir directement comme résident permanent. Ça va être plus allégé pour toi, ça va être plus facile pour toi de gérer ça. Mais je sens que non, la maman, ça ne la parle pas. Elle me dit non, l'enfant, lui, il a eu son BTS, puis il veut juste aller fréquenter au Canada maintenant. Il veut plus fréquenter au Cameroun, il veut continuer au Canada. Je dis ok. Bon, est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que toi, tu as les moyens d'envoyer l'enfant fréquenter au Canada? Elle me dit bon, on va se battre. J'ai pas trop d'argent. J'ai fait mon petit commerce au marché, mais le monsieur qui gère la procédure de mon enfant m'a dit que là-bas il va pouvoir travailler puis il va payer sa scolarité. Je dis ok. Le monsieur t'a dit qu'il va travailler, il va payer la scolarité. Je demande à la maman, est-ce que tu sais combien ça va coûter la scolarité de l'enfant au Canada? Est-ce que le monsieur t'a dit combien ça va coûter? Elle dit non, je ne. C'est là où elle se rend compte que elle ne sait même pas combien ça va coûter la scolarité de son enfant. Elle ne sait pas. C'est-à-dire que elle a confié son dossier comme ça. On a choisi une école, on va envoyer son enfant fréquenter et elle sait juste que son enfant va arriver se battre et travailler. Elle ne sait pas combien ça coûte. Puis moi, dans mes recherches, je lui dis ok. Moi, je me disais ok parce qu'elle m'a dit finalement l'enfant vient faire un 2EP. En discutant avec elle, j'ai compris que l'enfant vient faire un 2EP. Puis c'est un 2EP en comptabilité. Je dis, mais, comment il a eu un BTS en informatique et vous voulez qu'il vienne faire un 2EP en comptabilité? Elle me dit, c'est l'enfant qui a choisi la comptabilité. Ok, je comprends pas ça. Bon, moi je m'en vais dans mes questions, je dis, ok, c'est un 2EP de combien de temps? L'enfant va faire un 2EP de combien de temps? Elle me dit, c'est 1300 heures. Je lui dis, est-ce que tu sais qu'avec un 2EP de 1300 heures, à la fin de son 2EP, ton enfant n'a vraiment pas d'alternative pour rester au Canada? Parce qu'il faut faire un 2EP de minimum 1800 heures. Les 2EP de 1300 heures ne te donnent vraiment pas d'alternative. Il faudrait qu'après ce 2EP que l'enfant retourne au Cameroun, ça va être difficile. Elle ignore. Elle dit vraiment, je ne savais pas ça. Je suis pas au courant de ça. Je ne connais pas ça. Ok. Maintenant, je lui dis, après avoir fait des recherches, je me rends compte qu'en fait, le 2EP que l'enfant va faire va coûter autour de 18 000 $. J'ai dit, voilà combien le 2EP de l'enfant va coûter 18 000 $. Et parce que j'ai appelé l'école pour avoir certaines informations, déjà pour savoir si l'enfant est vraiment inscrit, s'il a vraiment une admission et tout. Et j'ai demandé combien ça coûte ce 2EP là. Et on m'a dit effectivement que voilà, ça coûte pratiquement 18 000. Et l'enfant doit payer la moitié de sa scolarité 2 semaines avant le début des cours. Je retourne à la maman et dis, ok, voilà, ça coûte 18 000. Il va falloir que tu dégages au moins 9 000, 8 500, 9 000 $ avant que l'enfant ne commence l'école. 9 000 $ pour ceux qui sont au Cameroun, on tourne autour de peut-être 4 millions, je sais pas trop là. 4 millions par là. Est-ce que tu es capable? Et ça, il va falloir que après quelques temps que tu payes, parce que ça, c'est pas la totalité de la scolarité. La maman n'est pas capable. Mais je dis à la maman, est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu t'entends? C'est-à-dire que tu es en train d'envoyer ton enfant faire des études, mais tu es quand même conscient que tu ne peux pas supporter les coûts de scolarité. À quoi est-ce que tu t'attends? Tu t'attends à ce que l'enfant la fasse comment? Qui va payer? Donc, ça c'est une parenthèse pour vous expliquer ce qui se passe généralement. Et il faudrait que ça cesse. Il faudrait que les parents soient impliqués, que les enfants soient impliqués et que vous sachiez à peu près dans quoi est-ce que vous vous embarquez lorsque vous prenez certaines décisions. Parce que cet enfant-là, on connaît eux les parents, la famille et l'enfant, ils savent pas à peu près, ils savent pas comment dire, comment ça va se passer au Canada. C'est bien qu'ils viennent se renseigner à moi, ok, et que je leur dise ça, mais je donne mon conseil, mais je sais comment ça va finir généralement. Ok, généralement, ils vont quand même aller au bout de leur projet et ils vont quand même envoyer l'enfant. En général, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que autant les parents, les enfants, tout ce qui les intéresse, c'est juste que l'enfant parte. Juste que l'enfant parte. Il y a quelques parents qui m'ont souvent écouté, qui ont dit vraiment, je t'écoute, je préfère que l'enfant la reste ici. On va voir plus tard comment il va venir. Mais la plupart, ils s'entêtent. Alors, donc, le but pour moi d'avoir partagé cette vidéo, c'est vraiment que tu aies l'information, que tu saches désormais, que tu réfléchisses vraiment avant de prendre certaines décisions, que tu ne décides pas simplement d'immigrer au Canada
Ça, je parle d'étudiants, mais je parle aussi de ceux qui font d'autres programmes d'immigration, les programmes temporaires. J'ai toujours dit, si tu as le profil pour venir au Canada en tant que résident permanent, prends le temps qu'il faut. Ça peut prendre 2, 3, 4 ans. Mais moi, je pense que c'est mieux de prendre ce temps-là et de venir de la bonne manière. Ça ne sert à rien d'être toujours pressé, de vouloir juste partir parce que tu peux arriver au Canada en 6 mois, mais le reste de ton séjour au Canada devient un calvaire. Donc c'est peut-être mieux de rester dans ton pays, de prendre le temps qu'il faut et de venir au Canada peut-être après 2, 3 ans, mais de la bonne manière, sans vraiment avoir aucun regret. Et de vivre ce rêve-là, parce que c'est un pays qui a vraiment beaucoup d'opportunités. Et désormais, si tu veux te faire accompagner, essaie de te faire accompagner par des personnes qui pensent à ton intégrité morale, mentale, à tes perspectives à long terme, pas seulement des personnes qui sont juste intéressées par le gain des honoraires que tu vas payer parce que voilà, ils vont t'accompagner, ils s'en foutent de comment tu vas gérer la suite. L'essentiel, c'est de te balancer au Canada comme un bétail. Fais confiance aux personnes professionnelles qui peuvent t'accompagner, comme tu le sais désormais, Exponentielle Immigration avec mes partenaires, Dynamique Immigration, Consultant Immigration. On peut t'accompagner dans ton projet d'immigration, d'étudiant, de résident permanent et le reste. Si tu sais que tu n'es pas capable de payer une année de scolarité au Canada, ça ne sert à rien de nous contacter parce que on va pas t'accompagner dans ton projet d'études au Canada. Ça, c'est impossible, ok? On préfère refuser cet argent-là que de contribuer à ce suicide mental là des étudiants qui arrivent ici et qui se retrouvent vraiment pris dans la gueule du loup et malheureusement ne peuvent plus faire marche arrière, surtout coincés et finissent, comme on le constate, par demander l'asile. Je vous ai déjà dit, une demande d'asile, ça fait juste prolonger vos séjours au Canada, mais ça ne vous garantit rien du tout. Vous allez passer devant un tribunal et si les choses ne sont pas bonnes, on va quand même vous retourner dans votre pays. Est-ce que vous mettez quand même beaucoup d'argent dans un projet d'immigration, sachant que il y a de fortes chances que vous vous retournez, ok, c'est un investissement qui n'aura pas servi, ou bien vous jouez au jeu au hasard avec votre argent, c'est quand même beaucoup d'argent qu'on met souvent sur la table, beaucoup de sacrifices, pour moi ça en vaut pas la peine. On se retrouve dans une prochaine vidéo les amis, salut.